Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. La pollution plastique s'étend tout autour de nous. Les déchets de ce matériau très attrayant, parce qu'il est modelable, imperméable, coloré et léger, sont en fait des résidus de polymères industriels qui sont composés de différentes fibres et d'additifs. Ces matières plastiques deviennent un fléau lorsqu'elles se brisent ou sont jetées, car elles ne se décomposent pas mais se défont en minuscules morceaux qui flottent dans l'eau et sont avalés par les poissons, les oiseaux. Et le risque est grand que, comme on nous le prédit, qu'il y ait plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Les scientifiques ont identifié des microparticules de plastique dans les gyres océaniques. Ça, ce sont les tourbillons des océans provoqués par les courants marins, ce qu'on appelle les continents de plastique. Ils en ont trouvé depuis dans de nombreuses rivières et lacs, au sein même de la neige et même dans l'air qu'on respire. Il y en a aussi dans les sols. La pollution terrestre par le microplastique serait de 4 à 23 fois plus élevée que celle des écosystèmes marins, a mis à jour une étude. Elle proviendrait principalement des eaux usées et il y en aurait aussi dans le lit du fleuve Saint-Laurent. Ces microparticules se retrouvent dans le ventre des animaux, mais aussi dans le nôtre. Une récente étude parue en octobre 2018 a montré la présence de microplastiques au sein même de selles humaines. Des échantillons gros de 50 micromètres à 5 mm. Et 9 des 10 plastiques les plus courants, comme le polypropylène, celui des bouchons de bouteilles de plastique, ou encore le polystyrène, celui des contenants alimentaires, ont été retrouvés dans toutes les selles des participants de l'étude autrichienne. Devrions-nous nous méfier de boire des microplastiques ? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que les niveaux actuels de microplastiques dans l'eau potable ne représentent pas de danger pour la santé. Mais les experts appellent à plus de recherches afin de trancher réellement la question. Nous ingérons donc des microplastiques, mais est-ce dangereux pour nous ? Nous n'en savons encore rien, mais ce qui serait bon, ce serait de moins en consommer pour moins en avaler. Pour mieux connaître la réelle menace des microplastiques et où ils sont, restez à l'écoute. Pour parler de la présence des microplastiques dans notre environnement et des enjeux qu'ils représentent, je suis en compagnie de Laura Rovanzik. Elle est docteure en chimie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en stage postdoctoral au département de génie chimique de l'université McGill. Vous avez travaillé sur le microplastique des gyres océaniques dans le cadre d'un projet de recherche en France avec le CNRS. Et là, actuellement, vous travaillez à McGill sur un nouveau projet de recherche sur le microplastique, toujours dans le Saint-Laurent. C'est bien ça? Tout à fait, oui. On est en compagnie aussi de Samuel Duval. Il est ingénieur mécanique et cofondateur de Olawan Technologies. Ce sont des étudiants en génie de l'université Sherbrooke qui ont inventé une drôle de machine. C'est bien ça? Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. C'est une machine pour débarrasser les plages des microparticules de plastique qui les polluent. C'est ça, on va en parler. Vous avez testé votre machine, vous allez nous en parler. Donc bonjour et bienvenue à Je vote pour la science à tous les deux. La récente découverte de la présence de microplastiques dans l'eau, le sol ou l'air interpelle les scientifiques. Des projets de recherche démarrent en ce moment au Québec. L'Organisation mondiale de la santé estime que les niveaux actuels de microplastiques dans l'eau potable ne représentent pas encore de danger pour la santé, mais ils invitent à la prudence. Nous allons donc nous pencher sur les risques, mais aussi peut-être les solutions, si elles existent, pour s'en débarrasser. Donc d'abord, lorsqu'on parle de microplastiques, de quoi parle-t-on exactement, Madame Rovanzik ? Alors, les microplastiques sont en fait des particules de plastique qu'on va définir par leur taille, qui sont plus petites que 5 mm et qu'on va retrouver dans l'environnement, c'est-à-dire on peut les retrouver dans les fleuves, les océans. Mais de plus en plus, on a des nouvelles études qui ont montré qu'on peut même les retrouver dans la neige au sommet des montagnes ou même dans l'air. Et en fait, quand on parle de microplastiques, ça peut être par exemple des microbilles qui ont été fabriquées par l'homme et qui peuvent être utilisées dans des cosmétiques comme des exfoliants ou des pâtes dentifrice. Mais il faut voir aussi que ça peut être également des objets plastiques que l'on a rejetés dans l'environnement, comme une bouteille plastique qui s'est fragmentée, qui a donné des plus petits objets de taille microscopique. On parle de plastique, mais on devrait parler de famille de plastique, parce que c'est plus complexe qu'un seul plastique. Monsieur Duval?
Oui, en effet. Il y a vraiment différents types de plastique. Puis nous, on se concentre principalement sur tous les plastiques qui proviennent de l'océan. Donc, tous les plastiques qui flottent. Comme on sait, avec la mauvaise gestion des déchets des dernières années, beaucoup de plastique, de tous ces plastiques qui ont été jetés dans l'environnement aboutissent dans l'océan. Et puis, au fil du temps, ils se fragmentent en plus petites particules, allant jusqu'à des tailles microscopiques. Puis, après un certain temps, certains de ces plastiques se retrouvent sur les plages. Donc, les effets sont très nocifs pour l'environnement, mais aussi, comme vous l'avez dit préalablement, pour la santé humaine. Donc, dépendamment des types de plastique, on les retrouve à différents endroits dans l'environnement. Oui. Est-ce que tous les plastiques deviennent des microplastiques, Madame Rovanczyk? Alors, c'est une question très intéressante. Il existe en fait des études en laboratoire qui ont été faites sur différents types de plastiques. Donc, quand on parle de différentes natures plastiques, c'est-à-dire ça peut être du polyéthylène, du polypropylène, du polystyrène. Ça, pour les gens, c'est quoi Alors, exactement? c'est en fait la molécule de polymère qui est utilisée et qui permet de fabriquer en fait les objets. Oui. Et c'est quel objet? Alors, par exemple, les bouteilles d'eau ou des... Ça, c'est lequel, le plastique, les bouteilles d'eau? En général, c'est plutôt du polyéthylène ou polyéthylène terephthalate qu'on va retrouver dans ces objets-là. Et en laboratoire, en fait, on essaye de voir si certains polymères, donc plastiques, si certaines de ces polymères vont donc se fractionner plus ou moins facilement dans l'environnement. Dans l'eau, par exemple, dans l'eau, les paramètres, en fait, ce qui va vraiment jouer sur la fragmentation, on sait maintenant que c'est beaucoup les UV qui viennent du soleil. Et après, il y a toute l'abrasion, donc c'est toutes les actions mécaniques, par exemple l'action des vagues en fait sur ces objets en plastique qui va aider à la fragmentation des objets. Oui, Monsieur Duval, si on en retrouve beaucoup des plastiques sur la plage, est-ce que c'est parce que ça vient de la mer ou est-ce que c'est les gens qui les laissent sur la plage? En fait, nous, notre projet, quand on a commencé, on ciblait vraiment une plage en particulier à Hawaï qui s'appelle la plage Camilo. Et puis, tous ces plastiques-là provenaient de l'océan. Donc, c'est vraiment... en fait, les gens, ils peuvent laisser leurs déchets sur la plage et puis les vagues les ramènent dans l'océan. Et puis, dépendamment des courants marins et des vents, ils finissent par aboutir au même endroit. Donc, nous, la plage qu'on ciblait, c'était vraiment, ça provenait tout de l'océan. Et, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes qui allaient à cet endroit-là, en fait, il n'y avait aucun touriste qui allait à cet endroit. C'est vraiment une réserve naturelle. Et puis, la première fois qu'ils se sont rendus sur place pour nettoyer la plage, il y avait du plastique jusqu'à la hauteur des épaules, à la grandeur de la plage. Et puis, tous ces plastiques provenaient directement de l'océan. Oui, c'est une grande plage en plus? Oui, quand même, ouais. C'est quasiment 500 mètres de plage au moins, là. Est-ce que c'est le sort de tous les plastiques de se fragmenter? Oui, en fait, je crois que, un peu comme Lara l'a mentionné plus tôt, ça dépend des types de plastique. Mais dans un environnement comme l'océan, et puis lorsqu'ils aboutissent sur la plage, juste le sable, on sait que c'est un élément très abrasif. Oui. Donc, au fil du temps, ces plastiques-là se fragmentent très facilement. Puis, c'est pour cette raison que sur les plages, on retrouve des très grandes quantités de microplastiques. Dans les gyres océaniques, Madame Rovanczyk, vous êtes penchée là-dessus aussi. On en retrouve au milieu de l'océan. Vous avez travaillé donc sur ce projet-là en France, au CNRS. Alors en fait, au niveau des gyres océaniques, donc déjà les gyres océaniques sont des courants en fait tourbillonnants qui vont concentrer toute la pollution plastique à certains endroits et notamment donc nous on a récupéré des échantillons au niveau de l'Atlantique Nord. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les fameuses îles plastiques? Alors, on parle moi j'ai entendu continent plastique, mais attention, il ne faut pas imaginer vraiment qu'il y ait une île solide. Quand on parle de continent plastique, en fait, il faut plutôt voir une espèce de soupe où il y a des gros morceaux de plastique à forte concentration, mais ce n'est pas un continent solide, on ne peut pas marcher dessus. Donc, il y a des photos un peu trompeuses qui ont été diffusées, mais attention, c'est pas un réel continent. Oui. Donc, vous avez eu la chance d'avoir des échantillons qui venaient de là. Et qu'est-ce que vous cherchiez à... Alors, nous, on a récupéré différents types d'échantillons. Donc, on a essayé de collecter ce qu'on appelle des mésoplastiques. Donc, ce sont des packaging plastiques entiers. Donc, notamment, on a récupéré des boîtes de café, des boîtes de chocolat. Donc, on reconnaît bien, en fait, ces objets-là.
Et après, on a récupéré aussi des plus petits objets, des tout petits microplastiques dont là, vraiment, on ne connaît pas l'origine parce qu'ils sont plus petits que 5 mm. Donc là, on ne sait plus vraiment les identifier. Et en fait, le but de notre étude, c'était de comprendre comment on passe d'un objet de la vie courante, comment il va se fractionner en plus petits objets. Donc là, c'est vraiment des analyses chimiques et physiques derrière qui nous permettent d'expliquer ce phénomène-là. Oui, parce que nous en trouvons aussi dans nos selles, comme l'a montré l'an dernier une étude autrichienne. C'est donc nous en ingérons, nous en buvons, nous en avalons. Est-ce que nous devons aussi sans doute en respirer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter quand on leur dit que... Alors effectivement, c'est un fait que l'on retrouve des microplastiques dans les aliments que nous consommons, dans l'eau, dans le sel, comme vous l'avez dit, mais également dans l'air. Dans les sels, oui. Oui, mais du coup... Oui, parce qu'il y avait une autre étude sur le sel aussi avant. Oui, il y avait des plastiques Pas aussi. Pas le même. Et du coup... pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont montré une toxicité des microplastiques. Donc, je pense qu'on est au début du travail en fait à fournir pour avoir des réponses à ce sujet-là. Mais pour l'instant, on n'a pas ni de confirmation ni d'études qui permettent de dire qu'il n'y a pas de toxicité. On ne sait pas en fait. Oui. Donc vous vous intéressiez à la fragmentation, mais à l'origine de ces microplastiques. D'où viennent toutes ces particules? C'est quoi les sources? Est-ce que c'est les cosmétiques, les eaux usées, les additifs? D'où ça vient? Peut-être Monsieur Duval? D'où elles viennent ces particules-là? En fait, tout dépendamment de la grosseur des particules, donc tout ce qui est au niveau des microfibres qu'on retrouve dans les océans, ça provient principalement des vêtements à base synthétique que l'on porte. Donc, tous les vêtements de sport, ils contiennent beaucoup de microfibres à l'intérieur. Puis, à chaque fois qu'on les met au lavage, ces microfibres se retrouvent dans l'eau et puis finissent par aboutir dans les océans. Il y a aussi beaucoup de plastique qui se retrouvent, c'est du plastique à usage unique. Donc, tous les ustensiles en plastique qu'on utilise, les bouteilles d'eau, c'est tout ce qui est jeté quotidiennement et utilisé simplement une fois. C'est les plus grandes sources de pollution plastique qu'on retrouve sur les plages. Il était fréquent qu'on arrivait pour ramasser puis on reconnaissait des pannes d'huile que les gens avaient utilisées puis avaient simplement jetées dans l'environnement. Donc, tous ces plastiques-là, la source problème, c'est un peu notre consommation excessive de tous ces plastiques. Oui, tout à fait. C'est beaucoup nos déchets finalement, mais c'est aussi nos cosmétiques. Laura, vous êtes intéressée pas seulement au plastique, mais à tout ce qu'on ajoute dans les cosmétiques et qu'on peut finir par retrouver dans notre environnement. Oui, tout à fait. Donc, on utilisait, parce que c'est réduit de plus en plus quand même, il faut bien voir qu'il y a eu des actions, point de vue des industriels, pour réduire en fait la consommation de microbilles de plastique qui étaient utilisées fortement dans les exfoliants. Ça, c'est pour nettoyer la peau. Voilà, pour exfolier la peau ou les dentifrices. Mais là, de plus en plus, il y a une prise de conscience aussi des industriels. Et du coup, l'utilisation de ces microbilles a été fortement réduite. Donc, on espère moins d'additifs, mais il y a toujours le problème des déchets. Donc, comment s'en débarrasser? Comment débarrasser l'eau de ces microplastiques? Monsieur Duval, vous avez testé votre invention sur la plage donc la plus polluée de la planète, celle de Camilo Beach à Hawaï. Comment vous vous en débarrassez? C'est quoi votre invention? En fait, nous, lorsqu'on a commencé le projet, initialement, c'était un projet avec dans le cadre de notre bac en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Et puis, on voulait trouver une solution, justement, pour retirer tous ces plastiques des plages. Et puis, les microplastiques, il y a aussi... Les microplastiques ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu, mais il y a aussi les petites particules de plastique qu'on appelle, qui sont les mésoplastiques, qu'on est capable de voir, mais qu'on est incapable de ramasser à la main. Donc, c'est impensable de ramasser une plage entière constituée de plein de petites particules de plastique. Donc, nous, on s'est vraiment concentré sur une solution pour pouvoir les ramasser. Donc, nous, étant donné que c'est des plastiques qui flottent, puisque c'est tous des plastiques qui proviennent de l'océan, donc on est parti du principe que si on utilise un décanteur rempli d'eau, on va être capable de séparer le sable et le plastique. Donc, nous, on aspire tout le mélange de sable plastique sur la plage, qui est acheminé à notre machine, qu'on remplit d'eau avec une pompe submersible qui est dans l'océan. Et puis, lorsqu'on met tout le mélange dans ce décanteur, finalement, après un certain temps, on récupère tous les plastiques qui remontent à la surface, tout le sable coule au fond.
Et puis, en faisant déborder notre réservoir, on achemine tous les plastiques vers des filtres de 50 microns. Donc, c'est 0,05 mm. Et puis, c'est la moitié d'un cheveu, pour vous dire. Et puis là, on est capable de récupérer tous ces plastiques-là. C'est sûr qu'il y a certains plastiques qui passent, ceux qui sont plus petits que 50 microns. Donc, on travaille présentement à améliorer notre solution par rapport à ça. Oui, vous travaillez sur les plastiques dans le sable sur la plage, mais est-ce que ça pourrait fonctionner avec les plastiques de l'eau dans l'océan? Ben, en fait, il y a déjà beaucoup de... Nous, pourquoi on s'est concentré sur les plages, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de recherche et d'argent investi pour nettoyer les océans. Donc, on peut penser à The Ocean Cleanup, qui opère depuis quelques années dans le Pacific Garbage Patch, mais aussi récemment, il vient de sortir The Interceptor, qui sert justement à nettoyer toutes les rivières. Donc, étant donné que la grande source du problème pour les océans, ça provient des rivières. Donc, ils ont développé cette technologie-là pour les rivières. Mais dans notre cas, étant donné qu'à certains endroits, comme Hawaï, naturellement, on retrouve une très forte concentration de tout le plastique qui converge à cet endroit. Donc, on s'est dit, si on attaque le problème à cet endroit, on peut avoir un immense impact sur la problématique du plastique dans l'environnement. Oui, tout à fait. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Robaczyk, vous travaillez à McGill sur un nouveau projet de recherche sur le microplastique dans le Saint-Laurent. On parlait des océans, mais il y en a aussi dans le Saint-Laurent. Oui, alors en fait, on estime qu'il y a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui arrivent chaque année dans les océans. Mais pour l'instant, on n'a que des estimations concernant concernant les sources en fait de pollution. On estime en fait que 20% de cette pollution plastique serait transportée par les fleuves, d'où l'intérêt de vraiment s'intéresser à nos fleuves et de comprendre et de quantifier les plastiques qui arrivent et qui sont acheminés par eux. Parce que c'est un cinquième. Mais dans le Saint-Laurent, est-ce qu'il y en a déjà encore beaucoup, des microplastiques? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on est au tout début de ce projet et il y a encore très peu d'études en fait sur les fleuves pour quantifier les microplastiques dans les fleuves. On a beaucoup d'études dans les océans, mais pour l'instant très peu dans les fleuves. Et là, cet été, nous sommes partis en expédition pendant 2 mois pour faire des collectes d'échantillons. Donc, c'est-à-dire, on a échantillonné de l'eau de surface, mais également des animaux aquatiques. Donc, c'est-à-dire des moules, qui sont des organismes filtreurs. Et donc, on a une quantité, donc on a à peu près 500 échantillons différents qu'on va maintenant analyser en laboratoire. Oui, les moules que vous avez ramassés, les bivalves, est-ce que vous les avez mis dans des aquariums ou est-ce que vous les avez, vous avez juste finalement le... Alors, les moules maintenant sont au congélateur. D'accord. Donc là, vous avez échantillonné cet été. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire avec ces moules-là? Alors, les moules, pour l'instant, donc on les a débarrassés des coquilles. Il reste vraiment la pulpe de l'animal. Et maintenant, on essaye de trouver vraiment des protocoles qui nous permettraient d'éliminer toute la chair de l'animal et de garder en fait que les microplastiques. Et en fait, rien que cette étape-là qui permet de séparer, c'est une étape qui est très compliquée, très complexe. Donc, c'est pour ça que ça la demande beaucoup de développement de méthodes en amont. Et après, une fois qu'on a réussi de séparer en fait ces 2 éléments, il lui restera quand même à analyser les microplastiques que l'on a pu obtenir. Oui, pour savoir d'où ça vient, c'est quoi la source. Mais c'est difficile parce que c'est des carbones, donc c'est difficile de détacher l'animal finalement des plastiques, des microplastiques. Voilà, en fait, les microplastiques, donc on le sait, c'est d'origine de la pétrochimie, mais en fait, finalement, d'un point de vue chimique, c'est très compliqué de différencier ce qui vient de l'animal et ce qui vient vraiment de la particule. La composition en termes de chimie est assez proche et on a des méthodes d'analyse qui nous permettent de différencier, mais pour l'instant, c'est des méthodes qui sont très peu automatisées et qui ont besoin encore d'être améliorées. Monsieur Duval, de votre côté, votre machine, votre invention, est-ce qu'il y avait des côtés difficiles dans le traitement de ces microplastiques-là?
Oui, en fait, notre plus grand défi, c'est que les microplastiques certains microplastiques sont plus petits qu'un grain de sable. Donc, il faut être en mesure de gérer chacun des grains de sable, si on veut, pour s'assurer qu'ils ne se rendent pas dans notre filtre. Donc, ça, c'est un très grand défi. Et puis, simplement de travailler dans un environnement salin, étant donné qu'on travaille proche des océans, avec les conditions. Tu sais, parfois, on peut aller à un endroit, on nettoie cet endroit, puis à cause d'une tempête, tout le microplastique revient. Donc, il faut trouver une manière efficace, justement, de pouvoir tous les ramasser. Et puis, je pense que le plus grand défi, ça va être de continuer à optimiser notre procédé pour être en mesure de récolter des microplastiques encore plus petits que 50 microns. Parce que là, on sait qu'on en laisse passer encore, mais notre but, c'est justement de pouvoir nettoyer les plages complètement. Alors, c'est ça notre grand défi actuellement. Oui, c'est une machine qui prend beaucoup de place. Il y a aussi de la rendre portable, peut-être, de la rendre un petit peu plus... parce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des personnes qui viennent nettoyer les plages en la portant sur le dos. Oui, ça, on l'entend souvent, le backpack qui pourrait tout ramasser. Ben, c'est sûr que ça serait l'idéal. Au niveau ingénierie, par contre, c'est quand même un assez grand défi. Si on parvient à faire ça un jour, on va être très content. Mais actuellement, on essaye de rendre notre version plus compacte, ça c'est sûr. Mais il va falloir attendre un petit peu avant de voir la version sac à dos. Oui. Passons en mode solution, parce que la solution n'est pas juste technologique, j'imagine, Laura Wensick. Oui, alors nous, dans notre laboratoire, on est vraiment dans la compréhension. On n'est pas dans la recherche de solutions vraiment, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres laboratoires qui travaillent dans la mise en place de solutions plus durables aussi. Pas forcément juste ramasser une fois que c'est dans l'environnement, mais également en amont, quelles sont les solutions pour limiter la pollution dès le départ. Oui, Monsieur Duval, c'est pas juste technologique, même si vous avez inventé une machine efficace. En effet, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que présentement, ce qu'on a fait, c'est un plaster, là, mais c'est pas pour vraiment régler le problème à la source. Puis la seule manière de le régler, c'est d'arrêter de consommer autant de plastique, puis le plastique qu'on consomme, de le réutiliser, puis de bien gérer ses déchets après. Et nous, présentement, on a fait ce projet-là un peu pour conscientiser les gens aussi, puis de leur démontrer justement à quel point notre environnement est présentement sali par ce plastique-là. Mais la véritable solution, c'est d'arrêter de consommer le plastique. Puis aussi, il y a beaucoup de... Nous, présentement, le plastique qu'on ramasse, notre défi, c'est de trouver quoi faire avec. Donc, il y a de la réutilisation du plastique qui est quand même un défi parce que notre plastique, il a perdu ses propriétés étant donné qu'il est passé beaucoup de temps dans l'océan et sur la plage. Donc, on essaie de travailler avec des personnes qui vont nous aider justement à revaloriser ce plastique-là. Oui, jusqu'à présent, vous en faites quoi du plastique que vous ramassez? Présentement, l'organisation elle a beaucoup de demandes de la part des artistes. Donc, toutes les petites particules de plastique, donc pas le microplastique, mais les petites particules, ils peuvent servir à faire des œuvres d'art. Mais sinon, il y a l'organisation environnementale Parley qui est en collaboration avec Adidas pour utiliser ce plastique-là puis faire des nouvelles chaussures. Donc, on est en discussion avec Parley par rapport à ça. Mais sinon, il y a aussi d'autres organisations qui tentent de faire la pyrolyse pour transformer tout ce plastique-là en biodiesel. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais c'est quand même préférable d'utiliser cette ressource fossile que nous avons déjà extraite, puis donner une deuxième vie, finalement, au lieu d'aller en chercher de la nouvelle. On pourrait imaginer, justement, à un moment donné, arrêter de produire des plastiques, puis de réutiliser simplement le plastique, les plastiques qu'on retrouve un peu partout. Exactement. Le but, c'est d'en faire une économie circulaire, puis de produire un plastique qui on sait qu'en fin de vie, il va avoir moyen de le réutiliser. Parce que présentement, la plupart des plastiques sont conçus pour être utilisés qu'une seule fois. Donc, c'est difficile après de les revaloriser. Donc, c'est vraiment toutes les productions de plastique qui sont conçues justement pour pouvoir allonger la durée de vie de ces plastiques-là, puis qu'on puisse les rentrer dans une économie circulaire. Oui, parce que c'est pas un plastique, c'est plusieurs plastiques, c'est plusieurs familles, plusieurs additifs, etc. Laura, comment on peut agir pour prévenir la création de microplastiques?
comment on pourrait, tant d'un côté industriel peut-être que du côté citoyen ou consommateur, là? En fait, la création de microplastiques, elle se fait parce que le plastique va se retrouver dans l'environnement et va être soumis à des conditions qui sont un peu extrêmes. Donc les UV, l'abrasion des vagues, comme on vous l'a dit. Peut-être que si les plastiques sont mieux gérés à la source, effectivement, il y aura peut-être forcément cette fragmentation, mais elle sera plus contrôlée et elle sera faite dans un endroit en fait où on peut gérer cette fragmentation et récupérer de façon plus efficace ces microplastiques. Puis changer nos habitudes de vie peut-être aussi, parce que M. Duval nous parlait tout à l'heure des habits de sport qu'on utilise en microfibres de toutes sortes de choses qui sont en fait des plastiques, là. Est-ce qu'on pourrait revenir au bon vieux coton ou c'est trop mouillé quand on court? Je ne sais pas. Alors ça, oui, il y a quand même une sensibilisation à faire auprès du consommateur, mais il y a des choses, le plastique quand même a des propriétés qui sont fantastiques, on peut le dire, et qui ont permis des grandes avancées technologiques. Donc on ne peut pas complètement retirer le plastique de notre vie quotidienne, ça c'est sûr, mais effectivement mettre en place une récupération, un mode de recyclage plus performant, oui, nous permettrait en fait de peut-être pas trop changer notre mode de vie, mais mieux gérer toute cette pollution. Oui, de revaloriser donc, hein, pas vrai, Monsieur Duval? Oui, exactement. Je crois que ça fait partie de... Tous ces éléments-là font partie de la solution, puis de mettre en place des infrastructures, justement, qui vont nous permettre de le revaloriser. Puis ça part vraiment de la source de la fabrication du plastique, puis de lorsqu'on fabrique un plastique, de penser à sa seconde vie, si on veut, de pas simplement le concevoir pour sa première vie. Oui, qui est plein d'usages finalement, même jusqu'aux microplastiques, les plastiques qu'on ne voit pas finalement. Exact. Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Samuel Duval, vous l'avez entendu, ingénieur mécanique et cofondateur de Oula One Technology. On va mettre le lien sur notre page Internet. Et on était en compagnie de Laura Rovanzik, donc docteur en chimie en stage postdoctoral au département de génie chimique de l'Université McGill. On va aussi mettre un petit lien vers le nouveau projet de recherche sur le microplastique dans le Saint-Laurent, dans notre fleuve qu'on aime tant. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche de l'émission cette semaine Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, restez à l'écoute. Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vais vous redonner le site sciencepresse.qc.ca. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.